Découvrez Ocean Prana, le club d'apnée incontournable à Bali, en Indonésie. Ocean Prana est un concept full inclusif incluant des logements, un restaurant, du yoga, une piscine de 25 mètres. Ocean Prana est un freediving resort de classe mondiale, créé et dirigé par Yoram Zekri, l'un des plus expérimentés AIDA Instructor Trainer au monde avec 37 ans d'expérience. Que vous soyez débutant ou souhaitez vivre de votre passion en enseignant, Yoram et son équipe vous proposent des formations AIDA de niveau 1 jusqu'à niveau instructeur, ainsi que des packages personnalisés pour atteindre vos objectifs. Profitez d'un cadre tropical idyllique, rejoignez Ocean Prana à Bali. Alors rendez-vous sur www.oceanprana.com. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut à tous, c'est Pierre Frola. Cette année, je vous propose 8 dates de stage sur les thématiques du perfectionnement en apnée. Que vous soyez un super débutant entre 0 et 10 mètres ou un apnéiste désireux d'aller jusqu'à 45 mètres, ces stages ont été pensés pour vous. Stage de 2 jours et 2 nuits, individualisation de la pédagogie, 3 séances d'apnée en mer par jour, 2 séances de ventilation et de préparation physique, 4 cours théoriques, 1 séance Wim-Hof. Hébergement en appartement pour 2 ou 3 personnes, carnet de plongée, assurance, petit déjeuner et déjeuner compris. Alors si vous ne savez pas quoi faire cet été, venez donc découvrir ou redécouvrir mon école à Monaco. Rendez-vous sur www.pierrefrola.com à la rubrique Stage apnée 2026. Bonjour la FF, ici Julien Moreau, votre animateur iodé. Aujourd'hui, épisode consacré au mythique club d'apnée du SIPA à Nice avec son président Antoine Gustin. Nous parlons de l'organisation du Nice Abyss Contest, la fameuse compétition profondeur dans la rade de Villefranche, organisée souvent une semaine avant les championnats de France FFESSL. Avec Antoine, nous parlons de la vie du club, de ses plaisirs et des tracas. Il s'agit d'un épisode assez simple et efficace qui met à l'honneur le club d'apnée profondeur le plus titré de France et dans lequel évoluent des champions de la piscine aussi comme Inatea Pinella Marere ou encore Clément Le Saffre. Je vous souhaite une bonne écoute, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne louper aucun épisode de la FF et surtout pensez à noter 5 étoiles le podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Allez, laissons place à Antoine Gustin, notre cher président sipaïste. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, attention, nous accueillons un président, non pas de la République, un président extrêmement important, celui du SIPA, le Centre international de la plongée en apnée, basé à Nice. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Antoine Augustin. Bonjour Antoine. Salut Julien, Tu m'entends bien? ça va? Ouais, je t'entends. Par contre, mon nom c'est Gustin. Gustin? Ah, Augustin. j'ai dit Augustin? Ouais. Oh, quel con. Je suis fatigué. Si tu veux. En fait, je sors de l'eau là. Je me suis fait des agachons à 50 mètres. J'ai un peu abusé, j'ai un peu tiré. Je suis éclaté. C'est pas grave, on va recommencer. Je vais couper ma caméra parce que je vois que le flux il est pas terrible. Faut pas mort, je vais couper ma vidéo aussi, je pense, parce que moi ça coupe, je t'entends pas très bien des fois. Ouais. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour le président, non pas de la République, encore plus important, mais pour le président du SIPA, le Centre international de la plongée en apnée, basé à Nice, Antoine Gustin. Comment ça va, Antoine? Salut Julien, ça va et toi? Bah au top, tu vois, je sors de l'eau, je suis heureux, les cheveux salés encore. Euh, Antoine, j'ai l'impression que tu as un rôle important dans le milieu de l'apnée tout de même, parce que tu animes un des clubs d'apnée les plus mythiques de France, le SIPA. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du SIPA?
Oui, je peux vous parler du CIPA. Je t'entends pas très bien, j'ai pas entendu toute ta question. Je t'ai Ouais, ça récupéré à coupe. fond. Putain, la connexion est pourrie, ça coupe. Antoine, est-ce que tu peux nous présenter un peu le SIPA et quel est ton rôle en tant que président au sein de cette association? Alors, le CIPA, c'est un club de plongée en apnée qui a débuté, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas révisé, mais je crois bien que c'était dans les 97. Fondé par Loïc Leferme, Claude Chapuis et quelques autres à l'époque. Mon rôle en tant que président, c'est, dans un premier temps, comme je dis toujours, de faire en sorte que tout le monde puisse plonger dans les règles, assurer, enfin voilà, qu'on se tous dans les clous, quoi. Et dans un second temps, enfin quasiment aussi important, c'est de porter l'image du club déjà auprès des adhérents, mais aussi auprès du grand public, quoi. Donc d'essayer de le mettre en avant et d'apporter des initiatives, quoi. Hmm. Donc tu dis plonger dans les règles, être assuré, parce qu'on le rappelle, le SIPA est un club d'apnée qui a des athlètes qui s'envoient vraiment profond, comme Guillaume Néry, Eva André et bien d'autres. Est-ce que c'est toi qui es aussi responsable de la sécurité des athlètes si demain il y a un accident? Comment ça se passe d'ailleurs s'il y a un accident? Est-ce que c'est un C'est directeur complexe, de hein, plongée? on a bien sûr un moniteur de plongée qui est diplômé, tout ça, qui est sur place. Donc, bah, sa responsabilité, elle est directement mise en cause, bien sûr, s'il y aurait un problème. Après, la responsabilité du club, elle est de faire en sorte que tout soit mis en place. C'est-à-dire qu'effectivement, on ait un moniteur qui soit diplômé, mais qu'on ait tout le matériel qui soit à sa disposition, qu'on ait régulièrement des formations de préparation à la sécurité, ce genre de choses. Mon rôle, c'est de faire en sorte de pouvoir dire on met tout ce qu'on peut en place pour faire en sorte que les conditions soient idéales, quoi. C'est aussi entretenir le bateau, c'est aussi enfin, c'est tout ce qui tourne autour de juste une séance, quoi. Je suppose qu'être président, c'est cool quelque temps, mais c'est surtout beaucoup de responsabilités de travail. Mais quand il y a des événements fort sympathiques comme le NAC, le Nice Abyss Contest, qui est une compétition de profondeur, une des premières d'ailleurs, avant le championnat de France FFESSM, le NAC et le SIPA étaient déjà présents pour faire des compétitions. Ouais. Est-ce que c'est compliqué d'organiser un NAC? Combien de temps ça prend? Combien de temps ça mobilise? Combien de personnes sont Euh, engagées? Ça peut varier. Je pense que chaque NAC, il a été un peu unique. Moi, l'année dernière, j'étais sans emploi, j'avais beaucoup de temps et en plus beaucoup d'envie de faire au maximum pour que ça se passe bien. Donc, ça m'a pris énormément de temps. Je dirais pas que ça prend tout ce temps-là, mais ça peut certainement prendre énormément de temps si c'est ce que tu veux. Au minimum, je dirais que ça prend quand même un mois de travail quasiment à temps plein pour s'assurer que tout est bon, quoi. Surtout que c'était la première fois que j'organisais un tel événement, donc toute la phase de découverte des choses qu'il y a à faire, tout ce qu'il faut mettre en place, ouais, ça prenait quand même pas mal de temps. C'est très plaisant sur le moment, hein. Le NAC en lui-même, on a tous adoré, ça c'est super. La préparation, bah voilà, c'est du travail, quoi. Il faut porter des initiatives avec des bénévoles qui sont, bah, du coup, vu qu'ils sont bénévoles, on peut pas trop, on peut pas trop shooter dans la fourmilière pour essayer qu'il se passe quelque chose. Tu vois, faut appâter un peu plus, faut donner envie. Donc il y a un côté très recrutement, quoi, pour essayer de faire un événement qui peut clairement pas être organisé tout seul, quoi. Et concrètement, euh, comment ça s'organise? Si demain on a un de nos auditeurs qui souhaite organiser une compétition AIDA, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'organisation? Avec Alors, Avec AIDA, avec la safety, avec les assurances, avec les athlètes. Voilà, ça serait quoi un peu le mode opératoire pour organiser une compétition? bah écoute, tout ce que je peux te donner, c'est mon mode opératoire que j'ai fait l'année dernière, hein. C'est-à-dire que bah, j'ai commencé par me rapprocher d'AIDA pour voir comment est-ce qu'on organise une compétition AIDA. Il se trouve que c'est très simple, hein. Ils ont un parcours sur leur site qui est un peu comme pour devenir instructeur, hein. Devenir instructeur, on s'inscrit sur iOS, puis on a des cours par un instructeur, puis ensuite on a des tests sur le site en plus des tests pratiques, hein, avec l'instructeur. Bah, pour être organisateur AIDA, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'y a pas de formateur. Ça se fait directement sur le site. On passe par un questionnaire, on doit montrer qu'on sait de quoi on parle.
Une fois que c'est validé, bah, on a accès à un nouveau panel, une nouvelle section sur le site qui nous permet de déclarer une compétition. Ça, après, ça passe en review par l'officier sportif d'AIDA, par voilà, différents profils d'AIDA qui vont vérifier que sur le plan, en tout cas AIDA France, on a tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, ça c'est pour la partie AIDA. Après, sur le plan légal français, bah, il faut faire quelques déclarations au niveau de la préfecture notamment. Euh, voilà, quelques trucs comme ça. Au niveau des pompiers, on les prévient. Au niveau de la pluie des pêcheurs, on les prévient. Enfin, des petites Tu choses préviens qui? La administratives comme présumée des ça. prêcheurs? Les pêcheurs, je sais pas, c'est un truc qu'on fait chaque année. Donc moi, j'ai repris le flambeau, j'ai repris le truc tel que c'était. Il y a une lettre qu'on envoie à l'organisation. Alors, je sais plus exactement le nom qu'il porte, mais on prévient les pêcheurs quoi, en fait, qu'on va occuper une grosse partie de l'eau pendant quelques jours, quoi. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'imagine que ça peut les concerner. Donc, Ok. par courtoisie, on le fait. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Donc voilà, il y a différents organismes comme ça qu'on prévient. Et après, il y a tout ce qui touche vraiment à l'événement en lui-même, quoi. Donc, les choses qu'on met en place nous-mêmes. Donc, bien évidemment, le point le plus important, c'est la safety, hein. C'est ce que je disais toujours l'année dernière. Tant que la safety, elle est au top, le reste, c'est secondaire. Donc, bah, je me suis entouré de quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience en safety, c'est-à-dire Arthur Voisin l'année dernière, qui va le refaire encore cette année. Donc ça, je m'en remets principalement à lui pour vraiment, voilà, comment est-ce que c'est quoi ses critères en fait à lui, qu'est-ce qu'il faut qu'on respecte. En l'occurrence, il nous fallait une équipe d'une dizaine de personnes, il nous fallait un bateau d'évacuation prêt à partir à tout moment, il nous fallait quelques formations où il pouvait rencontrer un peu sa team pour jauger un peu le niveau et voilà, préparer un peu l'événement. Ça c'est pour la safety. Après, bah, il y a les juges. Donc là, pareil, je me suis entouré de quelqu'un qui avait de l'expérience. Il a formé quelques personnes pour venir l'aider. C'était Cédric Et puis Palerme? voilà. Non, c'était alors Cédric nous a aidé l'année dernière, mais c'était Julien. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. C'est pas sympa pour lui. Julien, le Euh, juge. euh, Julien le juge, voilà. Euh, et voilà, donc safety, juge, et après, bien sûr, on peut pas faire une compétition sans athlète. Donc, bah, ça a été toute la communication auprès des athlètes, quoi. Donc, tout ça au début, c'était un peu la même chose. Donc, communication auprès des athlètes, des futurs juges, des futurs safety. Donc, on a commencé par faire une grande communication pour jauger un peu qui est intéressé par le NAC et surtout de quelle façon est-ce qu'ils veulent participer. Et puis après, bah, tout ça, ça s'est un peu divisé, quoi. Donc, communication avec l'organisation de la safety, des juges et des participants, trouver un peu tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse plonger en sécurité. Euh, voilà, c'est du travail administratif plus qu'autre chose à ce stade-là. J'avais l'impression qu'au niveau du NAC, tous les ans, la demande est de plus en plus forte et il y a de plus en plus de participants. Est-ce que c'est le cas? Euh, c'est dur à dire. Alors, moi, j'ai fait un changement quand je suis arrivé l'année dernière, c'est que j'ai permis de faire le NAC une seule journée sur les deux. Jusque-là, on ne pouvait faire que les 2 jours, le NAC. Donc, l'année d'avant, en 2024, on était full. Très rapidement, ça s'est complètement rempli. Bon, j'étais pas organisateur à ce moment-là, mais je faisais partie de la team de bénévoles. Ça m'avait déjà un peu gêné à ce moment-là, quoi. Donc, quand j'ai repris le truc l'année dernière, c'était essentiel pour moi qu'on puisse faire plonger tout le monde qui voulait plonger. Du coup, j'ai permis de plonger qu'un seul jour sur les deux, ce qui permettait de garder de la place pour le deuxième jour pour d'autres personnes. Et là, on a eu de la place pour tout le monde. Alors, au total, de mémoire, on était une cinquantaine, un peu plus que 50, hein, plongeurs. Je sais pas si c'est nécessairement beaucoup plus que les années précédentes. Ce qui est sûr, c'est que les années précédentes, on pouvait pas recevoir plus que 40. En général, on s'y mettait même à 35. Donc forcément, on a pu accueillir tout le monde cette fois. Je sais pas si avant ça, il y en avait plus qui voulaient plonger et qui ne pouvaient pas, ou s'il y en avait moins. Ouais, je pense que c'était le cas. Je pense qu'il y a surtout des gens qui n'avaient pas leur place. Ok. Oui, alors peut-être sûrement un peu des deux, hein. Sûrement un peu Hmm. des deux. Mais pour le coup, je m'attendais, tu vois, l'année dernière, on pouvait recevoir au total, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était 60, qu'on aurait pu pousser à 70. Et je pensais que ça allait se remplir, hein. Vu les années précédentes, comment ça partait très très vite. Et en fait, non, finalement, je me suis aperçu qu'on manquait pas tant de place que ça. Hmm. Antoine, est-ce que tu penses que demain, le SIPA
pourrait proposer quelque chose d'encore plus euh, complet que le championnat de France FFESSM, avec 4 jours de compétition, avec donc les 4 disciplines. Ce qui prendrait, je pense, avec les jours de repos, une semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable pour un club et avec des bénévoles? Alors moi j'adorerais, et l'année dernière je n'avais que ça en tête pendant le NAC, c'était tellement bien, c'était tellement cool que je me disais putain, l'année prochaine je veux que ce soit plus que ça, quoi, plus que 2 jours de compétition, plus 2 jours d'échauffement. Donc c'est une idée que j'ai poussée, enfin que j'ai essayé, que j'ai exploré beaucoup depuis, et en fait c'est pas vraiment, ça change beaucoup l'ampleur de l'événement si on fait ça en fait, parce que on a beaucoup de personnes qui viennent faire le NAC sur un week-end, y compris dans l'organisation, dans les bénévoles. Et en fait, dès le début, quand on demande, quand on essaie d'organiser les choses et que les gens demandent, OK, c'est quand, il faut bloquer combien de jours, bah, tout de suite, si ça déborde beaucoup plus que le week-end, ça change déjà pas mal la donne. Donc, de façon à garder quand même, à garder le NAC assez, comment dire, à pérenniser quand même le fait que le NAC puisse se produire parce qu'on a besoin de beaucoup de monde et on a besoin qu'il soit disponible, bah, j'ai préféré ne pas aller là-dessus encore cette année. Et là, dans l'état actuel des choses, je pense pas que ce soit au goût du jour. Alors après, on verra. Chaque année sera différente, hein, mais en tout Hmm. cas pas pour cette année. Peut-être qu'on pourrait En commencer avec 3 jours pour d'épreuve. moi, le NAC. Ouais, excusez-moi. Non, je disais peut-être qu'on pourrait rajouter déjà une épreuve, une journée d'épreuve en plus. Tu passes de 2 jours à 3 jours pour que ça soit un petit peu plus doux. Ça- Parce que je pense qu'il y a 2 jours de prépa, ça fait cinq Alors pour jours les, quoi, au total, ouais. Pour les athlètes, c'est sûr que c'est mieux, hein. C'est plus sympa de pouvoir mieux répartir. Mm. Ce qu'il y a, c'est que bah, toute l'équipe de juges, toute l'équipe de safety et tous les bateaux qu'on loue, tout ça, ça doit se faire sur une journée de plus, quoi. Mm. Donc financièrement, bon, bah, on pourrait gérer, hein, ça se ferait, c'est pas un si gros problème. Par contre, en termes d'assurer que tout le monde puisse être là pendant tous les jours non-stop, ça, c'est un engagement qui est plus difficile à obtenir. Je pense que c'est normal Mm. de la part des bénévoles, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que ça serait magique d'avoir une épreuve sur plusieurs jours, offerte par une structure associative, ça serait magique. Ouais. Moi, je trouve Moi, ça très très j'adorerais. dommage que la grande FFESSM ne puisse pas proposer pour les apnéistes profondeur au moins les 4 épreuves. Et qu'on doit se faire le choix entre... il y a 2 jours, donc on doit choisir 2 épreuves, ce qui fait que les classements de championnat ne sont jamais vraiment réels, parce que peut-être quelqu'un qui est sur le podium en FIM, il aurait aussi pu être sur le podium en brasse, en CNF. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui serait magique à voir en France, des compétitions où on peut faire les 4 épreuves. Hmm. Ouais, non, mais clairement, moi, j'adorerais, hein. Moi, tu sais, mon avis, c'est que j'aimerais que le NAC soit même plus qu'une compétition. J'aimerais que ce soit un peu la foire annuelle de l'apnée à Nice. Et donc, que ce soit de rajouter même autre chose que de la compétition, rajouter des jeux, des formations, je sais pas, peu importe. Mais moi, j'avais vraiment en tête, pendant l'organisation de l'année dernière, d'imaginer un NAC sur une semaine, quoi. Ouais. Euh, une semaine ou 3 jours, au final, c'est pas si différent. C'est juste que voilà, ça déborde du week-end. Et en fait, c'est compliqué, quoi. C'est Hmm. compliqué. Compliqué, mais pas impossible. Et en tout cas, je pense que dans les années à venir, c'est peut-être quelque chose qui se fera. Peut-être que c'est quelque chose qui se fera aussi à la FFESSM. C'est, par exemple, personnellement, moi je vis en Égypte. J'aimerais beaucoup faire les championnats de France FFESSM ou le NAC, mais quand je vois que c'est sur 2 jours, 2 épreuves, quand je vois que ça coûte 2 000 € de prendre un logement, de prendre l'avion, de s'entraîner un peu avant, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Autant rester en Égypte et faire des compétitions qui durent une semaine et où on peut s'exprimer sur les 4 disciplines, quoi. Ah ouais, je peux comprendre, ouais. Je peux Mm. comprendre. Je peux aussi que espérer que la Fédé puisse parvenir à faire ça. Ouais, nous, en tout cas, aussi bien j'aimerais, autant j'ai pas l'impression que ce soit actuel. Mm. Antoine, là j'ai parlé beaucoup de profondeur, mais c'est aussi le SIPA, un club d'apnée piscine avec des grands Ouais. champions. Nous avons Inatea qui est quand même la numéro uno en piscine. Je pense à aussi Nicolas, il y a Clément Le Saffre. Enfin, bref, il y a du niveau. Est-ce que vous organisez aussi des compétitions piscine avec le SIPA? Mais le Julien? Oui.
Je disais, Ouais, est-ce que vous organisez aussi des compétitions piscine avec le SIPA? Alors, je t'ai perdu à Inatea, je sais pas si j'ai raté Ah, ma attends, je vais question. reprendre. Euh, ouais, Ouais, j'ai Internet qui Inatea, s'est coupé, ouais. Non, je disais, est-ce que vous organisez aussi des compétitions en piscine, en alors apnée oui, horizontale? oui, oui, carrément, on organise aussi des compétitions piscine. Moi, j'en ai pas organisé personnellement depuis que je suis là, mais là, on a Nicolas Mathias, qui est trésorier aussi, pas qui en organise une. Si je dis pas de bêtises, c'est vers le mois de février ou mars. J'ai les dates pas loin. Mais bref, oui, 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 on organise là une compétition en début d'année euh, en piscine. Il y a aussi une autre compétition piscine qui se passe début février, bon, qui est pas organisée par le SIPA, mais qui est organisée par le club de Claude Chapuis, donc Le NUC. c'est pas très loin. C'est ça, la coupe du NUC à la piscine aussi. Voilà. Ok. Merci Antoine pour ces réponses. En tant que président, c'est quoi on va dire, les trois grands points positifs d'être le président d'un club d'apnée et les trois grands points négatifs d'être le président d'un club d'apnée? Si demain, Oula. ton successeur ou ta successeuse écoute ce podcast, à quoi elle doit s'attendre? Bah, premier point positif auquel je pense, c'est que c'est un grand honneur, hein. Le SIPA, c'est pas n'importe quel club. Moi, je fais de l'apnée depuis que je suis petit, donc arriver aujourd'hui et prendre le poste de présidence au SIPA, c'est bah ouais, avant tout, ça a été la consécration de me dire, oula, enfin, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi, quoi. Donc, grand honneur, c'est aussi c'est très gratifiant de rentrer en contact en fait avec tout le monde, hein. Quand je suis arrivé au club, c'était il y a bientôt 4 ans, donc ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais au club quand je suis arrivé au poste. Donc, ben, d'un seul coup, reprendre en main les problèmes d'inscription, les problèmes de toutes sortes de chacun des membres, bah, ça rapproche en fait de chacun. Ça crée naturellement beaucoup de liens. Donc ça, c'est le côté vraiment cool. Donc le deuxième, est-ce que je peux en trouver un troisième? Euh, L'honneur, la gratification, la création de liens bah, avec les freedivers. ouais, l'opportunité de prendre des initiatives, en fait, toutes les idées que tu peux t'imaginer euh, quand t'es membre d'un club, de te dire, ah, tiens, c'est toi qui porte les initiatives, qui va demander aux gens s'ils sont partants de t'aider sur telle initiative ou autre. Euh, donc ça, ouais, ça, c'est sympa. Ensuite, les points négatifs, bah, il y a pas vraiment de grandes surprises, hein. Forcément, c'est du travail que tu te donnes bénévolement. Donc, bah, des fois, ça peut être euh, un peu une pression, tu vois, que tu te mets à toi-même, de se dire que tu peux pas, tu dois t'en occuper, en fait. Alors que bah, il se passe des choses dans la vie, hein. 2 ans, c'est long. Le mandat aussi passe, c'est 2 ans. Donc, sur 2 ans, il se passe plein de choses, hein. Euh, il y a eu un moment, bah, je le disais l'année dernière, j'étais sans emploi, donc j'avais beaucoup de temps libre, c'était parfait parce que j'avais envie de faire que ça de toute façon. Là maintenant, je suis en train d'essayer de développer une activité, donc c'est plus difficile d'essayer de faire de jouer sur les deux tableaux. Donc bah, je sais pas si je dirais que c'est vraiment un point négatif, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut. Bah, c'est pas une surprise, hein, ça va prendre du temps. Il faut être sûr que tu as ce temps-là à donner pendant les 2 prochaines années, quoi. Euh, et voilà, pas vraiment d'autres éléments à soulever, hein. Il faut organiser des réunions. Donc, si t'es comme moi et que bah, t'aimes pas être le centre de l'attention et réunir des gens pour parler de mondanité, c'est pas forcément quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir. Mais bon, voilà, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est important que tout le monde qui a envie potentiellement de s'exprimer puisse s'exprimer. Euh, donc voilà, tout le côté un peu administratif, Hmm. peut-être d'un club, c'est clairement pas la partie la plus plaisante, quoi. Mais c'est pas une surprise qu'il faut s'en occuper. Aujourd'hui, vous êtes combien de membres actifs en piscine et en profondeur aussi pas? Alors, il y a un côté un peu contre-intuitif. Donc, on a un club associatif. Donc, n'importe qui vient plonger chez nous, même une seule fois dans l'année, il est membre du club. Donc, il y a pas de sous-membre, hein. N'importe qui a plongé ne serait-ce qu'une fois, il est comptabilisé au même rang que les autres. Donc, à ce titre-là, on a environ 300 au total. 300 adhérents en 2025, si je ne dis pas de bêtises, à peu de choses près. Maintenant,
en adhérents vraiment actifs, hein, entre guillemets, qui viennent régulièrement, qui sont dans le coin, ou même si je compte ceux qui sont pas dans le coin, mais qui viennent régulièrement pour plonger, à vue de nez, on a environ 120, Ok. si je mélange piscine et mer. Donc ça, c'est vraiment 120 personnes qui sont, voilà, qui font partie de la sphère à long terme voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée, quoi. Hmm. Après, piscine, mer, donc il y a deux, donc en mer, on doit être pareil, hein, ça c'est vraiment des chiffres complètement de tête que je te sors, j'ai pas fait le stats, mais on a environ, je pense, une soixantaine, voire 80 à être très réguliers en mer. Après, on a deux groupes de piscine, hein. On a le groupe compétiteur qui sont dans la grande piscine de Nice, mais sur laquelle on a très peu de place, donc on réserve à nos entraînements au niveau compétiteur. Donc là, eux, ils sont une dizaine, quinzaine. Et après, on a un autre groupe dans une plus petite piscine, ça c'est plus destiné à tout le monde, quoi, aux découvertes et à ceux qui veulent à ceux qui veulent continuer à plonger en hiver sans aller dans la mer. Là, je dirais qu'on doit être une quarantaine, cinquantaine. Ok. Et aussi pas, est-ce que la plage des âges est large? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des personnes avec un âge assez avancé? La plage est très très large. On a dû faire un choix depuis que je suis là de dire, bah, on choisit de ne pas accepter en dessous de 15 ans parce il fallait qu'on mette une limite. Parce qu'à chaque fois, on se posait la question, est-ce que ça c'est trop jeune, est-ce que c'est pas trop jeune? Au final, on s'est tous mis d'accord pour dire en dessous de 15 ans, il faut un encadrement vraiment particulier, beaucoup plus personnel. Donc, tous les âges veulent venir plonger, mais les âges qui plongent en réalité aussi pas, c'est à partir de 15 ans je sais pas, je connais pas le doyen du club, mais on doit être pas loin des 80, je pense. De 15 à 80 ans pour plonger aussi pas. Et je suppose, bah, avec 300 adhérents, 120 adhérents actifs, ça représente un budget annuel de combien le SIPA pour faire tourner et faire vivre la structure? Le budget annuel, bon, t'aurais dû me le dire à l'avance que je prépare les chiffres. Je crois qu'on est à peu de choses près. On doit être dans les 80, 80 80 euros? 000. Ouais. 80 euros, 80 euros, ouais, c'est ça. Ok, 80 000 euros Ah pour non, faire vivre. 80 000 environ pour faire tourner le club. Là, dans ce prix-là, il y a vraiment tout qui est compté, hein. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un nous donne 30 euros pour qu'on lui achète une licence à 30 euros. Bah, ces 30 euros-là, je te les compte dedans, hein, alors que nous, on a juste fait l'intermédiaire. Donc, c'est pas vraiment. Je sais pas comment te donner un chiffre qui donne une idée de combien on doit vraiment sortir pour vraiment faire vivre le club. Ça doit être sûrement dans les 40 50 000, quoi. Hmm, ok. Après toute cette expérience en tant que président, en tant que freediver, euh, comment est-ce que tu vois l'apnée en France? Est-ce que tu sens que ça se développe? Est-ce que tu vois un engouement chez les Niçois? Est-ce que tu vois de plus en plus de Parisiens qui prennent le train et qui veulent plonger avec vous? Voilà, est-ce que tu vois un peu un changement au fil du temps? C'est dur à dire parce que chaque année, tu as l'impression qu'il y a un nouvel engouement en septembre. Et puis en hiver, tu as l'impression qu'il y a encore moins de monde que l'année d'avant en hiver. Donc Ça- chaque année, tu vois, début de saison, tu te dis, waouh, il y a plus de monde que d'habitude. Et puis milieu de l'hiver, oh, il y a moins de monde que d'habitude. Alors pareil, il faudrait prendre des notes chaque année pour vraiment étudier le truc. Moi, j'ai l'impression, bah, je pense que c'est partagé par tout le monde, que globalement, l'apnée, ça, c'est en train de gagner en visibilité, en engouement, ouais, carrément. Hmm. Maintenant, au club en lui-même, j'ai du mal à dire. Mais ça veut dire que vous faites tout de même des sessions profondeur en plein mois de décembre, de janvier, février, en plein hiver, vous êtes dans l'eau. Ah, bien sûr, ouais, toute l'année, on n'arrête pas. On en fait un peu moins régulièrement, mais on est toujours à 3 4 sessions par semaine, minimum toute l'année. Ouais. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de clubs ou de structures privées qui ferment l'hiver. Et le SIPA, ben vous, vous êtes là avec vos bonnets, vos vestes, vos coupe-vents, et vous êtes dans l'eau, hein. Pas tous, hein. Félicitations. Il y en a qui viennent en maillot de bain, même en février, hein. Et oui, c'est vrai, comme disait Euh, Émile Thibault en skin freediving. c'est ça. Ok. Non, bah, ça va, la température ne descend pas si froid que ça, quoi. Je connais d'autres Français en France qui plongent toute l'année. Ça descend beaucoup plus bas que ce qu'on a ici à Nice, Et hein. là, vous êtes à combien, par exemple, au mois de janvier, février, là?
quand vous êtes à Là, 50 on tourne mètres? vers. Là, alors, 50 mètres, je sais pas, je me suis pas arrêté pour regarder, mais en surface, on est à 14, quoi. Donc, Oh la 50 vache. mètres, on doit être à 12-13, quoi. Ouais, c'est froid. Non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Faut pas que je me dise que c'est froid. Génial. Est-ce que, à l'occasion des sorties du SIPA, tu as eu l'occasion de faire des belles rencontres avec des animaux sauvages du coin qui vit dans la rade de Villefranche? Parce qu'on le rappelle, Nice accueille le SIPA dans la base de l'Aigle, mais vous partez en bateau pour aller plonger dans la rade de Villefranche. Et souvent, c'est soit le grand bleu, le grand noir, mais est-ce que vous croisez vous avez fait des belles rencontres Ah animalières? ouais, ouais, carrément. Carrément. Bah, moi, ma toute première session aussi pas, hein, dis-toi, je suis arrivé à Nice, donc je disais, il y a environ 4 ans. J'étais pas plus familier que ça avec le SIPA, hein. J'arrive, je découvre un peu, tiens, il y a un club sympa, ouais, je peux plonger tous les jours. J'arrive, première plongée, il y a un dauphin qui vient nous voir, hein, le fameux parbat. Du coup, bah, je me dis, ah, dis donc, c'est cool ici, je vais continuer de plonger. Donc, on a un dauphin qui est venu plusieurs fois, hein. Je crois que depuis que je suis là, ça doit faire bien une dizaine de fois qu'il est venu. Moi, je l'ai vu deux, trois fois. Des fois, on arrive assez régulièrement des poissons lunes, hein, des mola mola. Et après, il n'y aurait pas mieux que Cédric pour vraiment décrire toute la faune et flore qu'on voit ici dans le coin. Il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, Beaucoup de tout ce qui est, comment on appelle ça, des familles des méduses, quoi. J'ai perdu le terme. Hmm. Le plancton. Ouais, voilà, ça, c'est pas ça que je cherchais, mais en gros, ouais, des salpes, par exemple. Hmm. Ça, j'avais jamais vu autant de diversité de ce genre de vie marine. Et beaucoup de petits poissons, des choix, castagnols. Voilà. Ouais, pas mal de jolis choix à voir. Antoine, personnellement, toi, tu es freediver. Est-ce que tu as des ambitions de faire des compétitions? Qu'est-ce que t'apporte l'apnée dans ton quotidien? Voilà. Comment t'en es arrivé à mettre la tête sous l'eau? Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas tout suivi. Ouais, je disais, personnellement, tu es aussi un freediver, tu es un passionné du grand bleu, de la profondeur. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sport? Et est-ce que tu as des ambitions personnelles? Est-ce que tu souhaites faire de la compétition? Est-ce que tu fais ça uniquement pour le kiff? Personnellement, je suis rentré à l'apnée, j'étais tout petit. J'ai commencé à Dunkerque, hein, c'est là d'où je viens. Le club de Dunkerque, il ne pouvait, pareil, accepter que à partir de 15 ans. Et je me rappelle m'être dit, dans 4 ans, je peux faire de l'apnée. Donc je sais que depuis 11 ans, j'ai ça en tête, au minimum. Moi, de l'apnée, j'en faisais dès que j'étais dans l'eau, quand j'étais petit avec mon père, avec mon frère. Euh, je pense que quand j'ai regardé le Grand Bleu, je faisais même déjà de l'apnée, donc c'est même pas encore ça qui m'a mis dedans. Je sais pas, ça vient d'assez loin. Euh, j'ai jamais été très compétiteur. J'en ai fait quelques-unes, hein, à l'époque quand j'étais à Dunkerque. Quand je suis arrivé à Nice, j'ai fait le NAC une fois avant de passer sur l'organisation. Je suis pas très compétiteur dans l'âme, sur le plan vraiment compétition en tant que tel. Après, je suis compétiteur dans l'âme avec les amis, tout ça. Mais le concept de faire un record un jour prédéfini, ça, je sais pas faire. Ça, c'est pas pour moi. C'est pas un truc qui me botte. Moi, j'aime bien Hmm. faire un record le jour où je le sens bien. Ok. Aujourd'hui, tu plonges sur quelle profondeur? Aujourd'hui, mon pubis, il est à 60, mais j'ai pas dû y aller depuis un peu plus d'un an. Aujourd'hui, je vais régulièrement dans les 45-50. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux débutants qui nous écoutent? Euh, oui, oui, carrément. Le conseil que je préfère, qui est sûrement le conseil qui aide le moins, c'est de trouver sa voie personnelle, parce que je trouve que l'apnée, c'est un sport très personnel. On va demander à plein de monde comment tu fais ça, comment tu fais ci. Et chacun a sa petite histoire, et du coup, c'est vachement déstabilisant pour les débutants. Et en fait, je trouve que ça fait partie du jeu. En fait, l'apnée, c'est un sport très, très personnel où on est vraiment enfermé dans sa tête. Et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons vraiment savoir au final ce qui nous permet d'avancer. Alors, il y a plein de très bons conseils, hein, dans les grandes lignes, bien sûr. Voilà, ça a coupé.
écouter l'espace, écouter l'inconfort, Ah, essayer de excuse-moi Antoine, comprendre ça, l'inconfort. ça, ça a coupé pendant une minute, 30 secondes. Ah merde, il faut que Ouais, je et du coup, recommence tu tout? disais, le plus important, c'est de trouver sa voie. Ouais, voilà. Donc le plus important pour moi, je trouve, dans l'apnée, c'est de trouver sa voie. Alors, j'ai bien conscience que c'est un conseil qui n'aide pas énormément, mais euh, le truc, c'est que je trouve que quand on arrive dans l'apnée en tant que débutant, en fonction du prof qu'on va avoir, de la personne à qui on va demander, on va avoir des conseils qui partent un peu dans tous les sens. Et je trouve que c'est un peu normal, quoi, parce que l'apnée, certes, au début, on apprend des choses assez communes, hein, dans les grandes lignes, la compensation, comment faire Frenzel, comment faire le Mossfield au bout d'un moment, comment bien palmer, comment positionner ses jambes, hein, tout ça, bien sûr, il faut l'intégrer. Mais une fois qu'on a passé un petit peu ces bases, je trouve que voilà, c'est quelque chose qu'il faut explorer assez personnellement. Et comprendre son inconfort, comprendre, ressentir sa glisse, se filmer, se regarder en vidéo. C'est vraiment, je trouve, une feedback loop qui doit être personnelle pour vraiment progresser là-dedans. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel qui ne suis pas très compétiteur. J'imagine que c'est pas partagé par tout le monde, mais en tout cas, ça serait c'est le conseil que je donne souvent, quoi, de chercher un peu des conseils à droite à gauche dans tous les sens, ça c'est sûr, ça aide, mais de les compiler, de les absorber et d'en faire un peu sa recette personnelle, quoi. C'est un peu comme la cuisine. Faut pas suivre la recette à la lettre. Il faut s'en inspirer. Antoine, on arrive vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu souhaites passer un message aux sipaïstes? Sipaïste, Ouais, c'est un nouveau mot, les sipaïstes, les cipariens. merci. Non, c'est pas un nouveau mot. On le dit souvent nous-mêmes. Je pense que le plus grand mot que je puisse leur passer, c'est merci, parce que ça, vous m'avez apporté énormément. J'espère que j'arrive à vous apporter autant que vous m'avez apporté depuis que je suis à Nice. En tout cas, je fais de mon mieux. Et j'ai hâte de vous voir pour la suite des événements, le prochain Nike et tout ça, quoi. Eh ben, merci Antoine, merci d'avoir partagé ton expérience de président du SIPA. Et je te dis à bientôt sous l'eau. Ça roule, merci Julien, à plus. Tu as envie de progresser en profondeur et en relaxation? Rejoins-moi en stage d'apnée à Dahab, dans une eau chaude et translucide. 7 jours d'apnée, 8 sessions dans l'eau, yoga, breathing class et cours de compensation. Frenzel, Mousefeel, bref, tout ce qui permet d'aller toujours plus profond. Sans oublier des activités dans le désert, sorties dans le mythique Blue Hole, Highlight House, mais aussi des sessions de nuit pour travailler le mental et profiter du plancton fluorescent. En général, les stagiaires gagnent 5 à 20 mètres en une semaine et améliorent grandement leur plaisir sous l'eau. Plus d'infos sur la page Insta Freediving Family ou sur julienmoreau.org.